Dans l'entretien qu'il a accordé à France Inter mardi, Nicolas Hulot est revenu sur un certain nombre de raisons qui l'ont conduit à démissionner du gouvernement. Parmi celles-ci, l'incompatibilité entre notre modèle économique et l'exigence écologique. Comment affronter sérieusement les désordres de la planète si l'on s'évertue à réanimer un modèle économique qui en est la cause, s'est-il exclamé. Au même moment, sur notre antenne, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, réagissait à la démission du ministre de la Transition écologique et solidaire. Pour moi, vous savez, quand je parle de la crise qu'on a connue et qui peut revenir, c'est tellement plus important. Quand on parle de l'immigration, c'est tellement plus important. C'est anecdotique ce départ finalement. Non, je veux pas blesser personne. La vie politique, dans ce soubresaut quotidien, n'est pas mon domaine. Je pense que y ait M. Hulot ou pas, la question de l'immigration est centrale. Qu'il y ait M. Hulot ou pas, la question du montant des impôts qu'on paye est centrale. Qu'il y ait M. Hulot ou pas, la question est-ce que les Anglais sont des Européens ou pas, c'est central. Pour moi, c'est tellement plus... Enfin, pardon, excusez-moi. C'est tellement plus important, tellement plus passionnant. Mais je comprends que vous fassiez votre travail, mais moi, je ne veux pas m'inscrire là-dedans. Je ne veux pas être le commentateur des décisions des uns ou des autres. Parce que dans tous les gouvernements, il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui abandonnent, il y a des gens qui sont en désaccord. J'ai connu ça moi-même. Bon, voilà. Bonjour Gaël Giraud. Bonjour. Vous êtes chef économiste de l'Agence française du développement, vous êtes directeur de recherche au CNRS et professeur à l'École nationale des ponts et chaussées. Qu'avez-vous pensé de cette réaction de l'ancien président de la République qui fut, il faut quand même le rappeler aussi, l'homme du Grenelle de l'environnement ? Oui, Nicolas Sarkozy a été à la fois celui qui a lancé le Grenelle de l'environnement et le premier qui l'a trahi. Donc finalement, sa réaction n'est pas très étonnante. Je pense qu'honnêtement, notre ancien chef de l'État n'a pas compris grand-chose au sujet. Il n'a pas raison d'opposer les sujets, de dire ça c'est central, mais ça l'est moins. Il a complètement tort puisque la transition écologique est la solution de la plupart de ces problèmes macroéconomiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Le manque d'emploi, on ne ressuscitera pas les emplois en Europe aujourd'hui si on ne fait pas la transition écologique. La transition écologique, ça crée des emplois. La rénovation thermique des bâtiments, ça crée énormément d'emplois qualifiés pour les ouvriers du bâtiment. La mobilité verte aussi, l'agriculture, l'agroécologie aussi, etc. La question des migrations, il faut quand même comprendre que la grande crise syrienne à partir de 2010 prend place après une gigantesque sécheresse de 2007 à 2010 qui a été très mal gérée par Bachar el-Assad. Donc il y a un lien très très étroit entre tous ces maux dont nous souffrons aujourd'hui et la crise écologique qui est transversale. Donc d'une certaine manière, je crois que Nicolas Sarkozy est représentatif d'un état d'esprit, d'une certaine classe politique qui n'a encore pas compris du tout qu'au contraire, la question écologique est centrale dans toutes nos discussions aujourd'hui. Et alors, Nicolas Hulot avait lui tout compris. Est-ce qu'inversement, il a eu raison de dire, et est-ce qu'il avait raison de penser que notre modèle économique est responsable des désordres écologiques ? Ça, malheureusement, ça n'est que trop clair. C'est-à-dire, depuis la révolution industrielle, depuis 2 siècles, nous avons construit des sociétés qui fonctionnent essentiellement au carbone, majoritairement au pétrole, mais encore un petit peu au charbon en France par exemple, et puis surtout au gaz, et des sociétés violemment extractivistes, c'est-à-dire l'essentiel de notre prospérité dépend de notre aptitude à extraire des écosystèmes naturels, des ressources naturelles qui nous font vivre. Et ceci, alors que nous sommes dans un déni total. Si vous regardez par exemple ce que font la plupart des économistes, nos modèles à nous d'économistes ne tiennent pas compte de l'énergie et des matières premières que nous extrayons du sous-sol pour vivre. On fait comme si on pouvait produire de la prospérité uniquement avec des dollars, ce qui est évidemment faux. Voilà. Donc nous sommes dans une espèce de dénégation de notre dépendance très très étroite à l'énergie et aux ressources naturelles. Nous dévastons la planète. Et nous continuons d'essayer d'augmenter le PIB à tout crin, alors que le PIB est aujourd'hui le meilleur indicateur de l'augmentation des émissions de CO2. Est-ce que ce n'est pas là aussi, Gaël Giraud, une forme d'idéologie ? Est-ce qu'on n'est pas dans 2 idéologies qui s'affrontent ? Celle dite néolibérale, qu'incarnerait par exemple un Nicolas Sarkozy, dont vous dites qu'il n'a pas encore compris, comme d'ailleurs un certain nombre de membres du gouvernement ou des sphères du pouvoir politique, ce qu'il était en train de se passer. Et de l'autre côté, une idéologie plutôt écologique, qui serait porté par Nicolas Hulot et peut-être par vous-même. Non, je crois pas du tout. C'est-à-dire, il faut quand même s'en remettre à ce que nous racontent les scientifiques. Les scientifiques sont très clairs. La destruction des écosystèmes naturels, c'est un fait scientifique avéré. Le réchauffement climatique, c'est un fait scientifique avéré. La responsabilité anthropique, donc humaine, dans les émissions de CO2 et le réchauffement est aujourd'hui un fait scientifique avéré. On peut pas tout ramener à des débats idéologiques et dire tout le monde a raison pour sa part ou tout le monde a tort, peu importe. Il faut à un moment revenir sur Terre.
financière. L'irréalisme, l'idéologie et l'utopie, c'est de croire que nous pourrons continuer à vivre selon le modèle néolibéral dominant depuis 40 ans. Ça, c'est juste impossible. Nous allons avoir une nouvelle grande crise financière, probablement, dans les mois ou les années qui viennent. La sphère financière est aujourd'hui sur une gigantesque bulle qui a été alimentée par les politiques monétaires non conventionnelles des banques centrales. Ceci va éclater. On clôt, là, pardon de vous interrompre, on clôt justement une semaine spéciale sur France Culture consacrée aux 10 ans de la crise. Oui. Donc elle est encore devant nous, dites-vous. Ah bien sûr, on a une nouvelle crise qui est devant nous, qui sera encore plus grave que celle de 2008. Nous n'avons pas pris du tout les moyens en termes de régulation financière de l'éviter. L'Union bancaire européenne ne protégera pas les contribuables européens. Ça, je l'ai expliqué dans un rapport que j'ai rendu au Parlement européen en 2015. Donc, vous voyez, ce système-là, qui est à la fois extractiviste et hyper court-termiste. Nos outils comptables sont court-termistes, ne tiennent compte que de l'apparente création de valeur instantanée. La finance vit aujourd'hui à la microseconde. Tout ceci n'a rien à voir avec le rythme et la temporalité des écosystèmes naturels que nous détruisons joyeusement et qui sont pourtant ceux qui nous font vivre. Donc il y a une incompatibilité de fond, et comme le disait Pascal Canfin, il faut réaliser un Big Bang aujourd'hui dans nos politiques publiques, dans notre gouvernance, dans l'ensemble de nos décisions politiques. Un Big Bang, c'est-à-dire une rupture, une révolution, tout peut changer, écrivait Naomi Klein en 2015. Est-ce qu'il s'est vraiment tout renversé du système actuel, ou est-ce qu'on sait, comme le disait d'ailleurs le titre du ministère de Nicolas Hulot, la transition, Oui, mais la transition, le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a un petit piège dans le vocabulaire de la transition qui est de croire que nous avons beaucoup de temps devant nous. Malheureusement, nous n'en avons plus, nous l'avons complètement gaspillé dans les 20 dernières années. Rien n'a été fait. Si, bien sûr qu'il y a des choses qui ont été faites. Mais pas assez, vous dites. Mais pas assez. Je vous donne un exemple. Les émissions de CO2 en France l'an dernier ont augmenté de plus 3,2%, alors que du fait de l'accord de Paris que nous avons signé en décembre 2015, elles devraient décroître de moins 5% chaque année, si nous voulons mettre en œuvre l'accord de Paris. Donc nous-mêmes, nous trahissons l'accord de Paris que nous avons signé au Bourget. Donc voilà, on ne fait pas du tout assez. Pourquoi on ne fait pas assez? Alors que les faits sont avérés, alors qu'effectivement c'est scientifique, alors qu'on le sait, alors que vous le dites vous-même, Gaël Giraud, quand vous rencontrez des industriels, des chefs d'entreprise, de la société civile, les gens le savent, le font, prennent des mesures. Pourquoi les politiques sont-ils si en retard? Pourquoi ça fait 40 ans qu'on n'y arrive pas et qu'on est encore là? Alors, je crois qu'il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect générationnel, disons, les plus de 50 ans n'ont jamais entendu parler des questions écologiques quand ils étaient aux études. S'ils sont aujourd'hui aux manettes, ça veut dire qu'ils travaillent beaucoup depuis de nombreuses années, donc ils ont peu de temps pour prendre du recul par rapport à la manière dont ils appréhendent le réel. Et donc pour eux, comme vous le disiez d'ailleurs il y a un instant, l'écologie reste une espèce de domaine régional, idéologique, dont ils n'ont pas compris, un petit peu comme Nicolas Sarkozy, qu'il est au contraire transversal à l'ensemble des questions humaines. Donc il y a un aspect générationnel. Et ce que je constate, c'est que les jeunes étudiants avec lesquels je travaille, par exemple, sont beaucoup plus sensibles aux questions écologiques et beaucoup mieux informés que la génération des plus de 50 ans, disons. Il y a un deuxième aspect qui est, d'une certaine manière, nous sommes dans une crise de civilisation. Les hommes blancs, urbains, éduqués, sont responsables de ce blocage, majoritairement. Il y a un lien très très fort entre, disons, une certaine forme de machisme et de sexisme et les inégalités de genre et la manière dont nous violons la nature. Il y a un lien intrinsèque, vous voyez, inconscient, sous-jacent, très profond. Il faut que vous l'expliquiez, ça, c'est pas évident. Ben, vous voyez, la manière dont nous traitons la nature et dont nous croyons pouvoir la violer est souterrainement liée à la façon dont certains hommes se conduisent vis-à-vis de certaines femmes. Ou vis-à-vis de certains enfants. Ça, par exemple, vous trouvez ça dans l'encyclique Laudato Si de 2015 du pape François. Il y a une unité profonde entre le viol des enfants et des femmes et le viol de la terre. Et je crois que c'est très juste, c'est très vrai. Je crois que ceux qui réfléchissent un peu à ces questions font l'expérience de malheureusement, l'unité existentielle entre les deux. Donc vous voyez, ça va prendre des décennies, des siècles peut-être, mais il y a urgence aussi à ce qu'on prenne des décisions. Alors là où votre question est très pertinente, c'est qu'on ne peut pas attendre le grand soir, donc il faut aussi des décisions incrémentales, il faut aussi des petits pas, mais encore faut-il qu'il y en ait, des vrais petits pas. Gaël Giraud, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas être écologiste ou pro-planète, je sais pas comment le dire, et libéral, pro-entreprise? Est-ce que c'est vraiment deux choses qui sont incompatibles? Non, pas du tout. Ou est-ce que c'est une certaine forme de modèle économique et que, d'une certaine façon, l'adaptation ou la transition écologique passe justement par un changement de modèle économique qui ressemblerait à quoi? Alors, et donc il faut distinguer, à mon avis, entre la grande tradition libérale du XVIIIe siècle, avec des gens comme Kant, par exemple, qui a souhaité, à travers le droit, se protéger contre la tyrannie politique. Et le néolibéralisme, dont nous souffrons depuis 40 ans, qui prétend assujettir le droit
à une logique économique très court-termiste, financiarisée, extractiviste, et dont l'analyse économique fondamentale, l'économie néoclassique, est fausse, et intrinsèquement fausse. Donc, ce dont il faut se débarrasser, c'est du néolibéralisme, pas du tout de la tradition libérale, bien au contraire. Il faut protéger les libertés contre toute forme de tyrannie. Vous parliez tout à l'heure du million de Ouïghours qui sont dans les camps en Chine, il faut absolument protéger ces personnes-là. Voyez. En revanche, il faut rompre avec cette idée que une logique économique court-termiste, financiarisée et extractiviste pourrait s'imposer au droit et assujettir le droit. Il faut, ça veut dire quoi? Comment fait-on? Je reprends la tribune de Cyril Dion dans Le Monde cette semaine, il le dit lui-même, ne plus construire d'Airbus, c'est mettre des milliers de gens à la porte. Or, quel est le sujet central de chaque élection présidentielle? L'emploi. Taxer le pétrole, c'est taper directement dans le portefeuille de millions de personnes dépendantes de leur voiture pour aller travailler. Fermer les centrales nucléaires, c'est être obligé dans la transition de produire de l'électricité avec des énergies fossiles, comme le fait l'Allemagne, régulièrement épinglée pour ses usines à charbon. Même couvrir la France de panneaux solaires et d'éoliennes engendrerait certains problèmes écologiques. Cela dit, il défend absolument la transition écologique, je tiens à le préciser. Comment fait-on concrètement? Qu'est-ce qu'on fait? En 2013, il y a eu une dizaine de scénarios de transition énergétique qui ont été élaborés par un comité d'experts dirigé par Alain Grandjean, auquel j'ai contribué. On a aujourd'hui sur la table les quelques scénarios réalistes qui permettent d'avancer vers une société bas carbone et, si possible, avec des émissions nettes nulles de carbone en 2050. Toute la grande question, c'est quelle sera la place du nucléaire en France en 2035. Mais là, ça relève d'un débat démocratique. Cela dit, les grandes étapes de ces scénarios de transition sont très connues. La première étape, la plus urgente, celle qu'on peut faire demain matin, c'est la rénovation thermique des bâtiments. En premier lieu, les bâtiments publics, parce que ça, il faudra le faire tôt ou tard. Donc les maternelles, les maternelles de Brive-la-Gaillarde, la caserne des pompiers, la souterraine, etc. Également, évidemment, la rénovation thermique des bâtiments résidentiels, privés. Ça, les ménages ne peuvent pas se l'offrir, ça coûte trop cher. Donc là, il faut nécessairement une intervention publique. Par exemple, sous la forme d'une garantie de l'État aux prêts que les banques vont accorder aux ménages pour faire baisser le coût du prêt et faciliter le financement de la transition. Tous les calculs liés au financement de ce type de programme ont déjà été réalisés. Ils sont sur la table du président de la République depuis 2014, en vérité. Après, il suffit d'appuyer sur le bouton vert. Souvent, les politiques les plus sceptiques, et d'ailleurs dans la société civile, on les retrouve également, disent oui, mais on en a marre d'être accusés, d'être culpabilisés. Il vaudrait mieux tabler sur des incitations positives que sur des incitations punitives. Ils n'ont pas tort, c'était le discours de Ségolène Royal. Le point, c'est qu'il faut comprendre que la transition crée des emplois. Combien, on sait ? Oui, alors il y a des chiffres qui circulent. 1 million d'emplois pour la France, c'est considérable. Améliore notre balance commerciale, puisque réduit la nécessité pour nous d'importer du pétrole. Réduit notre dépendance au pétrole. On sait qu'il y aura un pic d'extraction du pétrole. Alors pourquoi les politiques n'investissent pas plus ? Parce qu'ils sont eux-mêmes prisonniers, si vous voulez, d'un certain nombre de carcans réglementaires. La comptabilité nationale, qui ne favorise pas les investissements de long terme, la comptabilité d'entreprise, qui ne la favorise pas davantage, les règles de Maastricht. Prenez la question des 3% du déficit public. Évidemment, ça facilite pas la question. Il faut renégocier ces 3%, inviter la Commission européenne à avoir une interprétation distincte, différente de celle qu'elle a eue jusqu'à présent de ces 3%, pour faciliter des dépenses publiques en vue de ces investissements verts. Rassembler le court et le long terme en politique, c'est quand même un vaste programme. Est-ce que vous êtes optimiste après le départ de Nicolas Hulot, Gaël Giraud? Lui disait en partant qu'il craint que ce soit pire avec son départ. De l'autre côté, certains croient à un électrochoc possible. José Bové parle d'un appel à la mobilisation. Je pense que de toutes les manières, la transition écologique, nous allons la faire. Volontairement ou non, volens nolens. Soit on la fera par la contrainte et par le désastre, soit on la fera parce qu'on est intelligent et qu'on comprend à l'avance que pour éviter la catastrophe, il vaut mieux prendre des décisions aujourd'hui.